Adafo Média, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques, au nom de la solidarité nationale, pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geekopress, à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 18h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé du groupe Adafo Média. Retour ici en plateau, vous êtes sur tout le relief Adafo Média, vous nous suivez sur Espace FM 99.7, vous nous suivez aussi en région sur Espace Bokeh, sur Espace Labé, Espace Concor, Espace Nérékoré, Espace Kinya. Merci de nous préférer également sur Calac TV, sur Suite FM et également sur Espace TV d'où nous émettons depuis Matoto. Nous sommes au J7 de cette chaîne de solidarité avec comme invité de parcours sur ce plateau Ablaye Mbaye du groupe Dekji et Force avec nous, patron aussi du label Merlib Productions. Avec lui, nous parlons d'initiatives humanitaires en faveur, bien sûr, des personnes affectées par le Covid et l'implication du secteur culturel et forcément des artistes. Bonsoir Tamba, qui nous a rejoint. Bonsoir. Comment est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Tout va bien. Et toi? Oui, ça va. Non, moi ça va. Hein. Je remercie. Très bien. C'est le plus important. Et content de retrouver Mbaye sur ce plateau. Je pense que c'est important que chaque Guinéen se mobilise, comme tu fais par le passé et comme tu continues de le faire. Je pense qu'ici, c'est l'occasion de dire à la Guinée qu'on peut lui rendre ce qu'elle nous a donné. C'est très important. Allez, on va faire un rappel avec Bademba qui nous attend de l'autre côté. Rebonsoir Bademba. Cette collecte de fonds, levée de fonds, et c'est pour votre bien-être et tout votre bonheur. Nous sommes aujourd'hui à une somme de plus de 4 milliards et cela a été payé rien que par vous. Et on va continuer cette collecte avec bien sûr cette somme qui est déjà à plus de 4 milliards 394 millions 300, non c'est encore bougé, on est à 4 milliards 394 millions 449 307. 2 fois de suite, le compte a bougé. Et nous avons quitté de 4 milliards 394 millions à 4 milliards 394 millions 449 000. Continuez à collecter des fonds, continuez à nous envoyer des fonds. Et pour le faire, vous avez un seul moyen, c'est Orange ou MTN. Si vous êtes à l'international, vous devez alors installer l'application WorldRemit, créer un compte et ensuite insérer les informations et vous suivez les instructions. Vous devez envoyer l'argent sur le numéro qui s'affiche en ce moment même sur votre petit écran, 660 26 27 27, si c'est pour le numéro MTN, et le 626 51 10 66, si c'est pour le numéro Orange. On reste aussi au niveau national avec cette procédure pour donner de l'argent. Ça sera donc dièse 144 dièse. Vous tapez 6 pour choisir le paiement marchand et ensuite vous saisissez le code marchand qui est le 19 89 83 et vous entrez le montant, votre code secret et vous recevrez un message qui vous dit que vous avez contribué à Adafo Covid-19. Ça c'était si c'était Orange. Et si vous voulez procéder par MTN, vous allez alors insérer star 440 dièse et vous tapez 5, saisir le numéro de téléphone, tapez 1, votre code secret et vous recevrez un message pour confirmer votre don. C'est un combat de tous et c'est pour cela que nous appelons tout le monde à se joindre à nous afin que nous puissions se débarrasser de ce grand ennemi. Pour la suite, ce sera avec Al, c'est tout de suite et maintenant. Demba pour ces précisions, je rappelle encore une fois, 4 milliards 399 millions 449 307 à ce jour, à l'instant précis, à l'instant T, c'est le montant de la cagnotte, cette cagnotte humanitaire qui bien sûr va servir pour toutes ces personnes-là et la lutte, surtout la lutte face au Covid-19. Ablaye, on brossait ce sujet en intro, aujourd'hui l'impact vite fait sur le secteur culturel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs, mais c'est le secteur que vous maîtrisez le mieux aujourd'hui.
Et je pense que comme partout dans le monde et comme dans tous les secteurs en Guinée, cette maladie vient apporter ce grand malheur pour tout le monde. Et c'est difficile pour les mamans, c'est difficile pour les écoles, c'est difficile pour tout le monde. Et je sais que le secteur culturel aujourd'hui n'est pas en marche et touché par ce problème, sachant qu'à la base, c'est un secteur où il est difficile d'entreprendre en Guinée en tout cas, parce qu'il n'y a pas de subvention venant de l'État, c'est difficilement, certains promoteurs gagnent le sponsoring et il est très difficile de mettre en place des événements de taille ou même de développer un artiste ou en tout cas tout ce qui rentre dans le secteur. Aujourd'hui, on est durement touché aussi. Et ce qu'on a fait, on s'est rencontrés entre promoteurs très très vite et on a dit voilà, ça risque d'être compliqué, mais on espère que la Guinée, à l'instar des autres pays, va prendre des mesures de précaution. On l'avait dit avant le discours du PM d'ailleurs, donc va prendre des mesures de précaution et que ça tiendra compte des PME. Et nous, en tant que secteur culturel, on est aussi des PME. Donc, c'est dans ce sens qu'on s'était rencontrés à plus de 15 promoteurs. D'ailleurs, tu étais là, Al. Et puis, on a très vite saisi la primature pour attirer leur attention sur tout l'impact que cette maladie peut avoir sur le secteur culturel, mais aussi sur les artistes. Donc, tout le monde est au chômage. Et si ça continue comme ça, beaucoup d'entre nous vont jeter... Thomas, tu es au chômage? Tu es au chômage? Techniquement... non, mais j'ai envie de dire... Minimum, hein. Je peux pas dire heureusement ou malheureusement. Ouais. Mon métier, c'est quand tout va mal, c'est quand tout est foutu. Que ton métier a son existence. A toute son existence. Oui, c'est un métier particulier. Ouais, on a comme l'impression de dire, on peut même être tenté de dire que c'est immoral ce que nous faisons, parce que c'est quand il y a du sang qui coule, c'est quand il y a un dérèglement majeur que le métier de journaliste est davantage nourri. C'est à ce moment-là que l'on fonctionne. Mais oui, le journalisme, ce n'est pas que de travailler en période trouble, comme nous sommes en train de dire. Mais ce qu'il dit est tellement intéressant. J'ai lu cet article je crois que c'était de France 24, qui était titré avec le coronavirus, le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté, les productions, les consommations, les grandes sociétés de consommation aujourd'hui, mais on se dit, où est-ce qu'on en est? Vous avez vu avec le carburant ce que ça fait, la France qui va perdre jusqu'à 6 points de son PIB, ces grandes puissances, toutes d'ailleurs, qui prennent un sacré coup du fait de ce coronavirus. Inutile de parler de nous qui dépendons de ces grandes puissances. Ouais. C'est tout à fait un effet domino que ça a sur nous. Et il faut, encore une fois, cette chaîne de solidarité avec toutes les sensibilités, toutes les compétences dont la Guinée dispose. Je pense que c'est ce qui peut nous tirer d'affaire. C'est pas parce qu'on a été impacté qu'on ne va pas participer, contribuer pour la lutte. C'est important, Blaye. Est-ce qu'il y a des initiatives déjà pour justement accompagner, certes la chaîne de solidarité, puis d'autres initiatives, forcément. Oui, on veut que... En Guinée, on veut que la culture soit toujours au front, comme les journalistes, pour lutter quand il y a un problème, ou pour réconcilier quand il y a un problème, ou pour à chaque fois apporter un peu d'espoir, en tout cas, au peuple guinéen. Donc nous... C'est vrai que vous êtes aussi très oubliés. Hein. En plus, toi, tu fais partie de ça aussi. C'est ça. Nous faisons partie de ça, parce que vous êtes consommateurs de tout ça. Donc il y a beaucoup malgré tout, il y a beaucoup d'initiatives. Moi, j'en vois plein sur Facebook. Donc nous-mêmes, en tant qu'artiste, on a posé sur un morceau contre le coronavirus avec ma team. Dans le passé, on en a fait plein comme ça. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est les oubliés, mais souvent, on est les grands oubliés. On nous oublie même quand il y a des mesures de précaution. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est organisé, on est des PME. Il ne faut pas nous oublier dans les mesures de précaution pour accompagner les PME. C'est clair. Voilà. Alors, mesures d'accompagnement obligent. On va poursuivre cette chaîne de solidarité tout naturellement avec cet autre élément de reportage. Les cliniques dans les quartiers sont au cœur de beaucoup de spéculations. Elles peuvent à la fois aider à stopper ou à propager le virus. L'équipe de la chaîne s'est rendue sur le terrain pour s'enquérir de la réalité. Tierno Sadouba nous a réalisé cet élément. La
La pathologie qu'on consulte ici sont les cas de paludisme, les cas chez les enfants, les cas d'intoxication alimentaire, comme chez les adultes aussi. Nous avons aussi les cas de fièvre typhoïde, la salmonellose, qui sont beaucoup plus fréquents dans nos structures ici. Présentement, nous-mêmes, nous qui sommes là, on est beaucoup plus inquiets parce qu'il y a ces malades qui, au lieu de se diriger vers les structures hospitalières, passent d'abord au niveau des cliniques privées ici pour se faire consulter. Et voilà, la fréquentation à ce jour a un peu augmenté au niveau de nos structures. Donc, ça fait que tout patient qui vient sont automatiquement pris de façon potentielle parce que, voilà, compte tenu de l'imminence de la pandémie. Un patient que nous recevons, et déjà vous avez quelqu'un à la sentinelle qui essaie de prendre la température systématiquement de tous les malades qui entrent ici au sein de notre structure. Et lorsque une température est aussi tôt élevée, donc nous prenons toutes les mesures, c'est-à-dire on essaie de faire un référencement automatique pour voir si ce n'est pas un cas suspect et faire aussitôt son test de dépistage. Le conseil que je vais passer, le message vraiment, c'est une préoccupation pour nous tous, pour tous les acteurs, à quelque niveau que ce soit, c'est de comprendre que cette maladie est effectivement, elle existe. C'est une maladie, c'est une pandémie imminente, parce que jusque-là, il y en a qui n'y croient pas. Il faudrait que nous prenions toutes les dispositions pour rompre cette chaîne. Parce que ce que nous créons, c'est la contagion communautaire. Parce qu'une fois que nous arrivons à ce niveau, voilà, ça va nous poser d'énormes problèmes dans la prise en charge des malades. Voilà, Thomas, on a suivi cet élément de reportage. Ces cliniques, on le sait dans le quartier, elles peuvent être aussi des éléments soit pour stopper, on va dire, cette pandémie ou pour la propager. Aujourd'hui, est-ce qu'elles ont tout le matériel, toute la logistique qu'il faut justement pour traiter des malades au-delà de la NSS? Il ne faut pas se mentir, le matériel, non. Ouais. Ça, c'est la vérité dont il faut convenir de départ. D'accord. Il n'y a pas le matériel pour ça. D'ailleurs, je vais vous dire, sur les masques et les gants, je vous dis, il n'y en a pas. Si vous êtes dans une clinique privée, très souvent, je ne parle pas de la trame des grandes cliniques que nous avons, mais pour toutes les cliniques de quartier que vous avez, les praticiens eux-mêmes sont obligés de s'acheter leurs propres gants. D'accord. Ce qui est arrivé avec Ebola, vous avez vu que ça favorisait l'expansion de l'épidémie par endroit. Et avec le Covid-19, c'est encore particulièrement grave. Okay. Avec les lenteurs, la lourdeur, je dirais, des activités des services de l'ANSS, un de nos collègues, je dirais même deux, Aboubacar Diallo et Mohamed Mara, ont dû traîner pendant une semaine. Une semaine pour avoir leur maladie. Censé sortir peut-être 10 heures. Et tout le temps, ils se retrouvaient dans des cliniques. Les cliniques, heureusement pour les cliniques qu'ils ont fréquentées, on leur a dit « Pardon, on ne peut pas vous prendre en charge tant qu'on n'a pas de retour de la part de l'ANSS nous disant que vous ne souffrez pas du Covid-19. » Moi, c'était clair. Exactement, c'est la seule, je crois que c'est pour la seule raison qu'ils n'ont pas été des facteurs propagateurs du virus. Mais encore une fois, il faut des mesures de précaution dans ces cliniques-là parce que sinon, c'est un socle, c'est un terreau fertile à l'expansion du Covid-19 dans notre pays. Et ça, on n'en a pas besoin. Ça, c'est sûr, on n'a pas du tout besoin. Le temps pour nous de pouvoir joindre Aïssatou Lamarana Diallo, infirmière à l'hôpital d'Anka, et puis aussi l'intervention qui succédera à elle, celle de M. Sylvoué Fulgence. Il est le directeur général adjoint de Braguiné qui rejoint la chaîne de solidarité avec l'annonce d'un don, et aussi Boubacar Sidiki Diallo, économiste du développement et consultant sur les effets et impacts. Voilà, avec la réalisation, on va essayer de joindre ces différents
différentes personnes pour pouvoir voilà, récupérer leurs différentes interventions et puis aussi apport pour certains dans cette chaîne de solidarité. Je rappelle dont nos partenaires sont Orange Guinée, la Fondation KPC pour l'humanitaire, Vivo Énergie et puis tous ces autres donateurs de bonne volonté qui ont bien voulu associer leur image à cette grande chaîne de solidarité. On me rappelle qu'à l'instant, nous sommes autour de 4 399 507 307 francs. Voilà, GNF, c'est très important de le souligner. Vous aurez encore les précisions avec Bademba tout le long de cette chaîne de solidarité, tout le long de ce programme télé-radio simultanément. Ablaye, on va revenir à vous, forcément. D'ailleurs, qu'on nous signale qu'elle est en ligne. Voilà. Donc, vas-y, Tomba. Vas-y, Tomba. Absolument, on nous apprend que notre invité est déjà en ligne. On pourra bien la voir dans un instant. C'est bien Aïssatou Lamarana Diallo, c'est bien d'elle qu'il s'agit. Bonjour Madame Diallo. Bonjour Espace, bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir au bout du fil ce soir. Vous êtes infirmière à l'hôpital national de Donka. On va commencer par prendre votre appréciation du climat de travail dans cet environnement qui est plutôt sensible ces jours-ci sous le Covid-19. Comment ça se passe pour vous? Ok, merci pour la question. Le quotidien actuellement de l'infirmière depuis l'avènement du premier cas confirmé du Covid-19 en Guinée, les mesures sont précises. Ça concerne sur les mesures de barrière, à savoir le lavage des mains, le respect des mesures d'hygiène, le lavage des mains, le port des masques, plus la surveillance des paramètres, c'est-à-dire axé essentiellement sur la température. Donc, c'est ça l'essentiel. D'accord. Alors, on sait que les infirmiers sont même les plus exposés en période d'épidémie comme ça, parce que les soins, c'est vraiment vous. C'est vous qui dispensez les soins. Dites-nous, est-ce qu'il y a une prise en charge particulière au niveau psychologique pour vous? Est-ce qu'il y a des moments comme ça où on échange avec vous pour vous remonter un peu le moral en staff, par exemple? Ok, merci pour la question, mais je ne saurais vous répondre car il n'y a pas eu d'assistance psychologique, mais il y a eu des méthodes de sensibilisation à travers la communication qui intéressent assez le personnel infirmier qui est en contact avec les malades. D'accord. Madame Diallo, dans les cliniques de quartier, on a fait le constat souvent de rupture de matériel comme les gants, comme les masques. Comment ça se passe à Donka? Est-ce que vous en avez suffisamment à date pour éviter la transmission du virus? Ok, merci pour la question. Au service de cardiologie actuellement, nous utilisons le matériel nécessaire qui nous a été doté par la direction de l'hôpital national de Donka. D'accord. Donc, c'est bon pour le moment. D'accord. Vous avez un message, un dernier message, peut-être à d'autres personnels soignants qui ne sont peut-être pas encore concernés par le Covid-19. Quels conseils leur donneriez-vous en tant qu'infirmière? Ok. Mes recommandations face à cette pandémie s'élargissent d'abord au niveau des autorités sanitaires précisément, de faire passer les messages, les communications, promulguer la communication, suivre les méthodes d'hygiène qui ont été exigées par les autorités, donner l'information nécessaire et montrer que le Covid-19 est une réalité en Guinée. D'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Une dernière question. Je pense qu'elle fait bien de terminer avec ce mot aux autorités sanitaires. Mais je vais vous dire, j'ai parlé avec une praticienne. Voilà. Elle est partie. Ah, elle est partie. J'ai parlé avec une praticienne qui m'a dit, parce qu'on parlait d'hypothèses où il y aurait tellement de cas de Covid-19 que même ceux qui sont en synthèse clinique, en dernière année de médecine, soient appelés à aller servir. Et puis, il y a une qui m'a dit, je ne suis pas folle pour aller mourir pour rien. Ok. J'ai pas étudié simplement pour venir mourir comme ça. Alors,
Ça peut sonner très mal à l'oreille, mais on comprend que plusieurs soignants ont peur d'attraper, d'être au contact des malades. Ce qui veut dire qu'il y a un réel besoin de les accompagner, même de les préparer. Parce qu'il y a l'accompagnement, mais il y a même la préparation et mentale. Même de primes aussi. Ben, ça fait partie justement c'est les risques. Hein. Les mesures d'accompagnement. Parce que les premières personnes qui sont mortes en France, on le sait, c'est les premiers médecins qui ont forcément été face aux premiers infectés. Mais même d'accepter d'aller. Je pense que c'est une grande décision. Surtout quand vous avez de la famille, des gens dépendent de vous. C'est une grande décision comme ça d'aller là où personne ne veut aller. C'est vrai, c'est leur métier, mais il faut encore une fois intégrer tout ça dans la préparation du corps médical, mais au-delà de la préparation, accompagner tout ceci par des mesures particulières, des mesures de motivation, comme des primes de risque, parce que si l'on veut parler de risque, c'est maintenant que l'on prend des risques et c'est réel. D'accord. Allez, on va essayer de rejoindre Bademba pour voir à quel niveau nous sommes au niveau, bien sûr, des différentes contributions. De retour sur ce plateau B, ici tout va bien avec le compteur qui a encore bougé. À présent, nous avons un solde de 4 milliards 394 millions 507 307 GNF. Et c'est pour dire que ça continue à contribuer et que les gens sont en train de bien recevoir ce message et de bien accueillir cette chaîne de solidarité partout où ils sont, que ce soit en Guinée ou ailleurs dans le monde, parce qu'on a mis tous nos canaux à votre disposition pour que vous puissiez nous entendre ou nous regarder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit sur votre smartphone ou votre poste téléviseur. Vous pouvez aussi installer notre application Adafo sur votre téléphone et vous pouvez non seulement écouter nos différentes radios, mais aussi regarder Kala TV et Espace TV pour pouvoir contribuer à ce téléthon et à cette caravane de sensibilisation qui nous concerne tous et qui d'ailleurs est l'un des plus gros moyens pour nous aider à faire face à cette situation qui est plutôt compliquée et qui est mondiale bien sûr. Alors, si vous avez encore cette petite flamme qui vous donne envie de contribuer à cette sensibilisation, voilà comment est-ce que vous pouvez procéder. Si vous êtes à l'international, vous installez l'application World Remit et vous allez créer un compte sur cette application, suivez les instructions et vous pouvez utiliser le numéro de téléphone suivant 626 51 10 66 pour transférer les fonds de l'extérieur vers la Guinée. Le second numéro sur lequel vous pouvez aussi transférer des fonds à travers World Remit, c'est bien sûr le 660 26 27 27. Si vous êtes ici en Guinée et que vous aussi, vous voulez apporter votre grain de sel à tout ce qu'il y a, c'est tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment, vous pouvez utiliser Orange en composant dièse 144 dièse et ensuite taper 6 pour sélectionner le paiement marchand. Vous avez un code marchand qui est le 19 89 83 que vous devez insérer et vous entrez le montant que vous désirez offrir et ensuite votre code secret. Et là, comme par magie, vous aurez sauvé des vies. L'autre canal pour pouvoir contribuer à cette campagne de sensibilisation, c'est bien sûr MTN. Vous procédez comme ceci. Étoile 440 dièse, vous tapez 5, saisissez le numéro de téléphone, vous tapez 1, votre code secret, vous recevrez un message pour vous dire que vous êtes une personne de bon cœur. Oui, c'est cela aussi la chaîne de solidarité. C'est cette chaîne que nous essayons de construire pour mettre fin à la chaîne de contamination. C'est comme ça que ça s'est passé depuis le vendredi passé. Et il nous reste encore aujourd'hui et demain pour atteindre les 8 milliards. Et avec vous, on pourra le faire. On répare avec Al. Effectivement, avec vous, on pourra le faire. Et puis demain, ça sera la clôture avec Lamine Grassi qui pilotera tout ceci, avec Tomba aussi qui sera là. Pour tout le bilan de cette initiative. C'est très important. Allez, nous avons Monsieur Boubacar Diallo en ligne, économiste du développement et consultant sur les effets et impacts. Bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir. Allez, vous êtes en direct sur Espace TV et ce dans la chaîne de solidarité. Aujourd'hui, les impacts pour notre pays, comment se chiffre tout ceci? Alors, merci pour l'invitation et bonsoir à toute l'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour parler d'impact du Covid-19 sur l'économie guinéenne parce qu'il n'y a pas très longtemps, disons qu'on est vraiment confronté à ça. Et ce qui est réel et ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que le Covid-19, c'est une maladie
parce qu'il y a pas mal d'informations qui passent, soi-disant que c'est pas réel, que ça est destiné à d'autres personnes de cette planète-là. Elle est bien ici. On a plus de 200 cas aujourd'hui confirmés en République de Guinée. C'est une pandémie mondiale. Donc ça veut dire que ça touche l'ensemble de la population mondiale. Aujourd'hui, on est avec près de 4 milliards de personnes qui sont confinées. Et de cette crise sanitaire, on est arrivé à une crise économique. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'activité économique à l'échelle internationale qui est complètement au ralenti. Et bien évidemment, nous sommes une économie extravertie, une économie qui travaille beaucoup avec le reste du monde. On est aussi touché par cette épidémie, c'est-à-dire de la crise sanitaire. On arrive à la crise économique. Alors, ce que l'on peut dire aujourd'hui avec certitude, c'est que les conséquences sont déjà dramatiques pour l'économie guinéenne. Parce qu'on peut tous constater que l'activité est au ralenti. Il y a beaucoup d'entreprises, le secteur public, les gens aujourd'hui se retrouvent en chômage technique ou en chômage partiel. Et peut-être qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont tout simplement licenciés. Et au niveau de l'État, pour comprendre un peu comment tout ça peut avoir des conséquences ou en tout cas impacter l'économie dans le temps, on peut analyser déjà au niveau de l'État. Et ce n'est jamais bon dans une économie, dans un État, de perdre de la valeur ajoutée. Parce que quand on dit que l'économie s'effondre, c'est la richesse qui est produite en réalité qui est en train de s'effondrer. Et pourquoi? Parce que simplement le travail, il ne participe pas aujourd'hui, le capital, il est immobilisé, et quand on n'a pas cette interaction entre le travail et le capital, fondamentalement, il n'y a pas de richesse produite. Et pour un État comme la Guinée, quand on ne produit pas assez ou quand l'économie, en tout cas en termes de rythme, baisse, ça veut dire fondamentalement que les recettes de l'État peuvent être affectées. Et quand les recettes de l'État sont affectées, les recettes, c'est simple, c'est les recettes fiscales, les recettes qui sont non fiscales, mais en réalité, tout est lié au système économique. Et demain, là où ça risque d'être compliqué, c'est la capacité de l'État à faire face à l'ensemble de ses engagements, à la fois en interne et en externe. Ça, c'est au niveau de l'État. Deuxième élément, au niveau des entreprises, et là, le tissu économique aujourd'hui commence à être fortement endommagé par le Covid-19. Tantôt, je vous ai dit, on a des gens qui ne travaillent plus, pas parce qu'ils le veulent, mais parce que les entreprises ne peuvent pas supporter en fait l'activité économique et puis tout ce qui est lié à leur prise en charge au niveau salarial et tout ce qui est traitement. Et ça, c'est extrêmement important. Ce chômage partiel, il y a le licenciement et il y a la destruction de l'appareil productif. À partir du moment où les entreprises sont là, elles ne travaillent pas. Et ça, toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, elles sont aujourd'hui impactées, entre guillemets, par ce qui est en train de se passer. Et le troisième niveau d'analyse, il faut le mettre à l'échelle des ménages, c'est-à-dire à l'échelle microéconomique. Quand quelqu'un ne travaille pas, c'est du revenu qu'il perd. Et on sait tous que généralement dans nos économies, et c'est pourquoi d'ailleurs l'une des mesures qui est appliquée dans les pays développés aura du mal, ou en tout cas a du mal à passer dans nos économies, c'est le confinement total. On ne peut pas se permettre, en tout cas pour l'instant, d'avoir un confinement total parce que les gens vivent le jour au jour pour leur activité, pour subvenir à leurs dépenses quotidiennes. Donc tout ça fait que au niveau État, on a forcément des conséquences qui sont très très négatives au niveau des entreprises, au niveau des ménages. Donc tout le système économique, fondamentalement, il est impacté. Maintenant, ça c'est ce que nous savons aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut moduler, ou en tout cas essayer d'extrapoler tout ça dans le temps? C'est extrêmement difficile aujourd'hui parce que l'économie quand même, c'est une science où il faut faire très très attention. On peut avoir des modèles très très catastrophiques et puis demain il s'avère fondamentalement on n'arrive pas à ce que nous avons prévu. Mais ce qui reste clair, Monsieur Diallo, on comprend bien, cet exposé que vous venez de faire, il s'agit d'observations plutôt générales, mais ça fait bientôt un mois, parce que le premier cas s'est déclaré le 12 mars dernier. Oui. Nous sommes au 10 aujourd'hui, ça fait donc bientôt un mois.
que ça dure. Ailleurs, les estimations sur l'économie se font journellement. On sait par exemple que la France perd au moins 6 points sur son produit intérieur brut. En Guinée, un mois après, est-ce qu'on peut mettre un point sur un i quelque part pour nous dire, avec une relative précision, ce que nous perdons un mois après l'avènement du Covid-19 et les mesures restrictives qui ont été prises par le gouvernement? Alors, de façon générale, ce que l'on peut constater, c'est ce que je vous ai dit à l'entame de mes propos. Après, concrètement, en termes d'évaluation sur le PIB de la Guinée, je pense que ça doit être en cours au niveau des structures qui s'occupent des statistiques nationales. Mais on le fait en France parce qu'il y a quand même tout ce système statistique qui permet cette remontée d'informations. Je pense que nous, peut-être qu'à l'échelle d'un mois, 2 mois ou de 3 mois, nous pourrions arriver dans ces estimations-là au niveau du ministère de l'économie, du ministère du budget, et puis peut-être aussi travailler avec d'autres structures beaucoup plus outillées telles que les institutions internationales ou sous-régionales pour arriver à évaluer concrètement ou très exactement ce que ça coûte à l'économie. Mais une chose est claire, c'est que ce Covid-19 aura forcément des répercussions sur le système économique, sur la capacité des États à prendre en charge les besoins des populations, sur le tissu économique et sur les ménages. Et c'est la raison pour laquelle tous les États, aujourd'hui, y compris le nôtre, se sont dotés d'un plan, disons, de riposte pour minimiser... Justement, oui, la dernière, justement, je voulais vous entendre sur ce plan de riposte qui comporte un volet, qui comporte un fonds annexe de plus de 2500 milliards de francs guinéens. La question, aujourd'hui, vous qui êtes économiste, vous avez suivi la déclaration du Premier ministre et peut-être que vous avez même étudié ce document-là. Est-ce qu'il s'agit d'un plan réaliste ? Avec toutes ces pertes que vous nous annoncez, est-il vraiment possible au gouvernement guinéen de tenir de tels engagements sur la durée si la tendance se maintient? Alors, je pense que c'est le propre de tous ces plans en temps de crise. Dès qu'il y a un document qui est sorti, fondamentalement, on a des débats. Ces débats sont légitimes parce que ça permet d'éclairer l'opinion. Ce qui est important de mon point de vue en tant qu'économiste aujourd'hui, c'est que, il y a déjà cette volonté politique de faire face aux effets néfastes de cette crise de Covid-19 sur l'économie guinéenne. Et quand on regarde comment il est structuré, on a une partie au niveau de l'État, on a un accompagnement au niveau des entreprises par des mécanismes fiscaux, par de la garantie bancaire, et puis on a un accompagnement au niveau des ménages, notamment les plus fragiles. Ce qui est important, c'est que dans ce type de plan, fondamentalement, il y aurait toujours des choses à redire. Parce que d'aucuns vont penser que leur secteur n'est pas complètement pris en charge. J'écoutais votre invité, M. Abdoulaye Mbaye, qui disait que le secteur culturel, à la rigueur, il ne voyait pas trop comment est-ce que le programme a été pris, le programme prenait en charge l'impact du Covid-19 sur le secteur culturel. Après, le plus important, c'est que le document, il existe. Et le travail maintenant, c'est vraiment de le regarder plus en détail et voir dans quelle mesure chacun peut apporter sa contribution pour que fondamentalement les mesures qui sont prises, ou en tout cas qui sont envisagées, puissent bénéficier à l'ensemble de l'économie guinéenne et donc aux Guinéens. Donc, personnellement, je pense que on aurait pu quand même faire un effort, mais ça c'est depuis longtemps et beaucoup d'économistes le disent, sur le prix du carburant, qui peut avoir un impact direct sur l'ensemble de l'économie, sur l'ensemble des ménages, par des effets dominos. Peut-être qu'on aurait pu faire contribuer davantage, mais de manière obligatoire, peut-être les compagnies téléphoniques, même si je sais que dans ce genre de situation, toujours elles contribuent, elles accompagnent, disons, à la mise en œuvre d'activités par le biais de leur responsabilité sociétale. Peut-être qu'on aurait pu aussi imaginer pour accompagner les collectivités locales, parce qu'au cœur de ce dispositif-là, pour qu'il puisse quand même marcher, il faut qu'il y ait l'implication de toutes les collectivités à la base, c'est-à-dire des maires, des chefs de quartier, disons, de tout le personnel technique au niveau des administrations décentralisées. Ça, c'est des choses que le plan
peut intégrer. Et ce qui est important, c'est qu'un plan, il n'est pas figé. Et je pense que c'est l'esprit-là qu'il faut avoir dans l'analyse d'un tel document. C'est pas figé, ça va se réajuster dans le temps. Et moi, personnellement, je fais confiance aux équipes du Premier ministre pour entendre en gros toutes les critiques ou toutes les critiques entre guillemets qui sont faites à ce plan pour que demain nous puissions avoir une économie qui se relève au plus tôt et puis qu'on continue un peu à recréer des emplois parce que l'enjeu fondamentalement il est là. Mais aujourd'hui on peut faire toutes les discussions sur est-ce que telle mesure est allée plus loin, est-ce qu'elle n'est pas allée plus loin. Ce qui est déjà là, je sais qu'il y a à peu près plus de 3 000 milliards de prévus pour l'ensemble de l'économie. Déjà, pour que l'État travaille avec l'ensemble de ses partenaires pour mobiliser ces plus de 3 000 milliards pour pouvoir rendre effectif les choses. Allez, merci beaucoup Boubacar Diallo, je rappelle économiste du développement et consultant sur les effets et impacts. On en parlait avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, allez, on va poursuivre au compte de cette chaîne de solidarité. Je rappelle aussi que nous aurons dans un court instant l'intervention de Ciplo Diallo sur une collecte de kits en faveur de 18 orphelinats en Guinée pour protéger les enfants. Et puis l'intervention d'Ibrahima Traoré, on me signale, si ma note est bonne, capitaine du CILI national pour un don direct. Je ne sais pas si c'est un autre don. Un deuxième don. Voilà, j'espère que mes notes sont bonnes, Laria. Voilà, Ibrahima Traoré, capitaine du CILI national pour un don en direct. Tomba, on en parlait avec cet économiste. Aujourd'hui, est-ce que ces fonds, ils existent? Ils sont dans nos caisses. Comment allons-nous mobiliser ces fonds, justement? Parce que l'accompagnement doit se faire là. D'accord. Alors, il y a deux volets importants dans ce document. Celui de la mobilisation intérieure des ressources pour un fonds d'urgence de riposte au Covid-19. Le fonds, c'est celui dont je parlais, 2500 milliards de francs guinéens. Sur les 2500 milliards, ce qui est intéressant à l'intérieur du document, il fait 22 pages, à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est que la primature a pris soin d'indiquer comment est-ce que l'argent serait réuni. Vous lisez entre les lignes tout de suite, vous allez voir que la Guinée est capable de réunir, mais très très rapidement, les 2400 milliards. Et les 100 milliards restants, c'est un peu ce que nous faisons maintenant. C'est la mobilisation interne des ressources qui vont compléter les 100 milliards. Ça, c'est pour le fonds. Maintenant, la deuxième partie, ce sont les apports extérieurs pour d'autres formes d'intervention. Et d'ailleurs, il y a déjà des promesses avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la France, notamment. La Guinée va pouvoir bénéficier un peu d'argent. Oui, 1,2 milliard d'euros. On ne va pas s'endetter encore avec les partenaires. Ils ont dit aide. Ils ont appelé ça aide. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est toujours pas... bon, c'est enfin. Les fonds sont là. C'est ça. Allez, si du côté de l'arrière, on est bon avec Abdoulaye Ciplo Diallo, on va s'intéresser bien sûr à cette collecte de kits en faveur de 18 orphelinats en Guinée pour protéger les enfants. On retourne en attendant avec Bademba pour parler cagnotte. De retour sur ce plateau B et la cagnotte restée la même pour le moment, mais on espère qu'elle va bouger d'ici la fin de cette chaîne de solidarité en ce jour de vendredi. Et aujourd'hui, la somme est de 4 milliards 394 millions 507 307, mais on peut faire mieux parce que là, on a démarré carrément ce Téléthon avec 0 francs. Et puis aujourd'hui, on est à 4 milliards, ce qui veut dire qu'on peut tous contribuer comme on le fait déjà pour pouvoir exploser le compteur et atteindre 8 milliards d'ici demain. Nous avons jusqu'à demain pour pouvoir contribuer à cela. Et moi, mon autre objectif, c'est de vous rappeler comment est-ce que vous pouvez contribuer à cette chaîne de solidarité qui est en direct sur tout le réseau Adafo Média. Vous êtes nombreux à nous laisser des tweets aussi sur Twitter et c'est avec le hashtag Adafo Covid-19. On va lire vos tweets dans un instant ou un moment à l'autre après la pause principale. On va lire tous les tweets ici à l'antenne
pour le bonheur de tous. Alors, on va rappeler comment est-ce qu'on peut contribuer parce que nous sommes là pour lever des fonds. Il faut qu'on vous explique comment est-ce que vous pouvez vous aussi donner quelque chose et contribuer à cette campagne de sensibilisation. Si vous êtes à l'international, la première des choses à faire, c'est d'installer l'application WorldRemit et vous allez alors suivre les instructions et créer un compte sur l'application et aussi indiquer le pays dans lequel vous résidez et le pays dans lequel vous désirez transférer des fonds, c'est-à-dire que la Guinée. Et ensuite, vous pouvez utiliser le numéro qui s'affiche en ce moment sur votre écran, 626 51 10 66, pour virer les fonds, ou encore le 660 26 27 27 sur le réseau MTN. Alors, pour ceux qui résident en Guinée, c'est encore plus facile. Il suffit de composer dièse 144 dièse et ensuite taper 6 pour choisir le paiement marchand et saisir le code marchand qui est de 19 89 83. Entre le montant, votre code secret et ensuite vous recevrez le message de confirmation. Ça, c'était pour ceux qui préfèrent utiliser la société de téléphonie Orange. Pour ceux qui préfèrent MTN, voilà comment est-ce que vous procédez. C'est étoile 440 dièse et ensuite vous sélectionnez le chiffre 5, saisir le numéro de téléphone, tapez 1, votre code secret et là aussi vous allez recevoir un message de confirmation. Tout est possible, tout marche à merveille parce que nous avons reçu des fonds, que ce soit sur le réseau local de Orange et de MTN, mais aussi sur le réseau international à travers l'application WorldRemit. Allez, fonçons, trouvons les 8 milliards et sauvons de vie pour le bien-être de la nation. Merci beaucoup Bademba, vous êtes à la maison, chez vous, vous nous regardez à l'international, que vous ayez 10 000 francs, 20 000 francs, 5 francs. Le plus important, c'est la symbolique autour de ce don. C'est penser que vous avez des compatriotes, vous avez des frères et sœurs, que ça se passe dans votre famille ou pas, qui sont infectés forcément par cette pandémie. Il est très important de faire parler les cœurs et de faire bouger cette cagnotte. Le seul objectif, c'est de pouvoir aider à la riposte face au Covid-19. On a Chiplo en ligne, Abdoulaye Chiblo, on s'intéresse bien sûr à ces quelques dons faits à quelques 18 orphelinats dans la cité. Bonsoir Chiplo. Bonsoir Ali, bonsoir à tous. Alors, parlons un peu de l'initiative de cette collecte en faveur de 18 orphelinats pour protéger les enfants. Effectivement, d'abord, merci de nous donner la possibilité de nous exprimer concernant cette collecte. La collecte est une initiative de Guinea Events, qui est notre structure, en partenariat avec la COGIPA qui est la coalition des orphelinats guinéens des personnes affiliées. Donc déjà, l'objectif c'est de récolter un maximum de kits sanitaires et de denrées alimentaires donc pour 10 orphelinats de Conakry et de Koya. Parce que déjà, même en temps normal, hormis le Covid-19, déjà la situation reste compliquée pour ces enfants-là dans ces orphelinats. Son parent, son père et mère. La situation est effectivement très difficile. On a échangé avec les directeurs et fondateurs d'orphelinats. Donc la première des choses qu'il faut essayer de mettre en place, c'est d'abord trouver un maximum de kits sanitaires pour les protéger. Et au-delà de ça, mobiliser un ensemble de denrées alimentaires, tout ce qu'on peut avoir pour les aider aussi à rester carrément au sein de ces orphelinats-là et de ne pas sortir. Donc ce que nous avons fait d'abord, nous, avec nos moyens propres, c'est de payer un ensemble de kits sanitaires, les seaux de lavage de main, et 3 cartons de savon, ça c'est nos fonds propres. Et on essaie de partir avec nos parents, nos personnes qui sont à côté pour essayer que chacun essaie de faire quelque chose, même si en savant que tu peux payer, que tu le fasses. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, au-delà de la collecte, nous partons avec bien sûr la coalition de ces orphelinats, au niveau donc de ces orphelinats en question, pour essayer d'échanger avec ces coordinateurs d'orphelinats, voir comment est-ce qu'ils arrivent à gérer les enfants actuellement. Parce qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont déréglés. D'habitude, le matin, du lundi au vendredi, ils partent à l'école matin, ils reviennent dans l'après-midi, ils jouent au foot le soir, ils partent voir leurs amis. Mais ça, c'est plus possible. Donc, psychologiquement, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer ces enfants? Qu'est-ce qu'ils doivent adopter comme mesure pour faire en sorte que tout cela se passe bien? Donc, ce sont les deux volets. Et le troisième volet qui, pour moi, est le plus important, c'est que nous invitons tous les citoyens que chacun essaie de faire un don, mais n'importe lequel, à l'orphelinat qui est le plus proche de lui. Par exemple, un exemple, si tu habites à Lambaye, peut-être qu'il y a un orphelinat à Lambaye, que tu essaies de partir là-bas, que tu donnes un savon, que tu donnes un seau pour les lavages de main, tout ce que tu peux donner, un litre, effectivement, 1 litre d'huile, 1 kilo de sucre, tout ce que tu peux donner, ça peut aider. Et si vous ne connaissez pas les orphelinats, on a un numéro combien à votre disposition, vous appelez ce numéro-là,
nous, on vous donne l'orphelinat le plus proche de chez vous, on vous donne le numéro du gérant de cet orphelinat. Allez-y, donnez le numéro sur lequel on peut appeler. Donnez le numéro. Le numéro, c'est le 620 13 29 13. 620 13 29 13. Dès que vous appelez ce numéro-là, vous avez un répondant qui va vous guider, qui va vous mettre en contact avec l'orphelinat le plus proche. Vous allez partir faire votre don. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle là. On espère donc que d'ici le mardi prochain, on va essayer de faire un maximum de collecte. On va essayer de passer dans ces orphelinats avec la coalition, parce que ces enfants-là, ils ont besoin de ça. Et personne n'a choisi d'être orphelin. Et donc, on a droit, on a l'obligation même de les aider. Donc, ensemble, c'est un peu. Merci beaucoup, Chiplo Diallo. Merci beaucoup pour cette initiative. Et puis, courage à vous, en tout cas, dans ce combat, pour aussi aider ces différents orphelinats. Je rappelle que c'est une coalition de 18 orphelinats, tous basés entre Conakry et à l'intérieur du pays. Merci beaucoup. Allez, Ablaye, c'est pas une colle. Hein. Aujourd'hui, à ton niveau, les initiatives déjà prises, justement. Hein. Nous, on est en train de... On a des partenaires qui étaient déjà à Conakry ici. On était en train de travailler sur... D'abord, chapeau pour les gars, parce que j'ai ça dans la tête. Nous, on fait souvent ce genre d'action aussi. Donc, on a des partenaires qui étaient là. On était en train de finir un projet, que je ne citerai pas, c'est dans le digital. Donc, du coup, on a vu ce qui se fait aussi ailleurs, donc au Canada et tout. Et qu'est-ce qu'on a pensé avec ces partenaires? On a pensé à arrêter notre projet et à développer une application pour pouvoir traquer sur une cartologie des gens qui ont la maladie ou pas. Donc, étant à la maison, ça t'aide à remplir un formulaire en direct et puis tu te dis, qui te dit il y a tous les symptômes, j'ai juste mal à la tête, je suis fatigué, ça va dire repose-toi. Si tu as tous les symptômes, ça va dire c'est urgent d'appeler tel ou tel numéro. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que... C'est une application de veille sanitaire. C'est exactement ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en live, on espère qu'on va pouvoir rencontrer les bonnes personnes pour ça. Ils peuvent savoir en backstage, en live, où c'est dangereux et les cas qui ont été confirmés, c'est à quel endroit exactement. Et si Tamba et moi on s'est rencontrés pendant cette période et qu'il a l'application, j'ai l'application, au cas où mon cas serait confirmé ou que je suis inconscient, on peut néanmoins retracer sur la période tout mon parcours, donc les personnes que j'ai rencontrées éventuellement. Donc on est en train de travailler sur ça depuis que ça a commencé pour pouvoir ne pas juste faire l'artistique, juste chanter, mais pour pouvoir faire quelque chose de concret pour le pays. Artistique, on a vu le président Alassane Ouattara faire un don aux artistes ivoiriens de 500 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, comment vous qui vivez d'événements, de rassemblements, comment vous faites pour joindre les deux bouts? Parce que c'est très important. Les artistes ne vivent que de prestations. Comment ça se fait? Hôtel fermé, endroit de rassemblement fermé, pas de concert, pas de spectacle, rien. Imaginez-vous sur une année, tout est hypothéqué. On espère que ça va vite finir, hein, parce que honnêtement, il y en a parmi nous. Voilà. Parlons des non, honnêtement, c'est... moi, je dis la santé avant tout. Donc, j'ai pas envie d'amalgamer. La santé avant tout, il faut penser à la santé. C'est normal qu'aujourd'hui, qu'on pense à plus rester à la maison parce que, venant de ma bouche, je sais que c'est important de le dire aux gens parce que il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent et qui croient très souvent ce que je dis. C'est important de leur dire les yeux dans les yeux que c'est la santé avant tout, il faut rester à la maison. Maintenant, les impacts directs sur les artistes, c'est énorme. Mais partout dans le monde, tu as vu, tous les gouvernements savent que c'est un secteur qui va réellement galérer, ça va trimer. Donc, ils ont pris des mesures de précaution pour pouvoir accompagner les artistes. Tu m'apprends que le président ivoirien a donné 500 millions, tu as dit, hein, 500 milliards. À 500 milliards aux artistes. Je pense que la Guinée ne sera pas en reste parce qu'on sait que les artistes vivent que de spectacles, que de rassemblements. La Guinée ne sera pas en reste. Mais ce n'est pas que les artistes. Il y a aussi, avec les artistes, il y a toute une industrie. Avec les artistes, il y a toute une industrie. Donc, il y a les opérateurs culturels, il y a les promoteurs culturels qui aussi vont être au chômage. J'espère que les mesures d'accompagnement penseront à tout ceci. C'est très important. Je disais qu'ils sont assez pragmatiques là-bas, ils ne sont pas trop dans les plans. Hein. Pragmatique. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui est dans trop de détails, c'est peut-être que sa poche ne se porte pas bien. On est trop dans la littérature ici. Absolument, on est très français. J'ai vu tantôt sur le Facebook
de Singleton que le président de la République avait donné 1,5 milliard pour ironiser aux artistes guinéens, mais je pense que ça doit être pour ironiser. Ouais, c'est pour ironiser. Parce que c'est 150 000 €, comment on va se partager? Justement. Allez, la réalisation me signale que ce n'est pas un don de Ibrahima Traoré, le capitaine du Sili. Il a plutôt fait un don hier. Voilà, c'est une erreur qui a glissé comme ça. On aurait été heureux que ce soit un deuxième 5 000 €. On dit, mais si tous les jours il est piqué de 5 000 €, il a réussi autour de lui à rassembler quelques Guinéens qui ont donné un deuxième don. Et il a d'ailleurs promis d'en parler autour de lui. Moi, je voulais simplement rajouter une chose à tout ce qui a été dit. Vous savez, on a l'habitude de ne regarder qu'à soi, de ne pas voir autour de nous la misère qui est bien pire que celle que nous vivons. Alors, c'est ce qui fait qu'on dit moins merci à la vie, moins merci aux gens qui sont autour de nous, moins merci à Dieu, et on donne beaucoup trop peu, parce qu'on pense qu'on n'a jamais assez eu. Et ça, c'est un véritable problème, même dans le cadre de la chaîne de solidarité que nous sommes en train de porter. Vous vous plaignez d'un mal de tête, il y a quelqu'un qui est couché d'un diabète. Vous vous plaignez de votre diabète, il y a cet autre qui a été amputé absolument. Alors, celui qui a eu son pied amputé va commencer à pleurer. Mais il y en a qui n'ont même pas eu un mois de vie sur Terre. Mais Dieu les a très vite rappelés. On aurait dit qu'on n'est pas épris de solidarité dans ce pays. Alors, parce que j'ai comme l'impression que l'élan, il ne suit pas. L'élan, il ne suit pas. Mais, en fait, je suis en train de dire tout ça, Al, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut savoir apprécier ce que l'on a eu. Il faut d'abord ça. Exactement. Ça, c'est un premier élément. Et ne pas se sentir le plus miséreux. Parce qu'il y a toujours pire que la situation que nous vivons. Et c'est en cela, parce qu'un jour, d'où je viens, je tire ça. Un jour, je suis en train j'allais vers la ville, je suis au volant de ma voiture, j'ai rien dans les poches, je suis en train de réfléchir. Vous savez, quand vous quittez Ambroise Paré, vous montez au pont 8 novembre, il y a un mendiant. Lui, c'est pas des pieds seulement, mais il rampe comme un serpent. Je vois mais quand je l'ai vu, je ne sais pas ce que je me suis dit. Et je pense que dans une voiture, je roule, j'ai juste les poches vides. Je suis pas malade. Vous avez l'impression que vous allez le toucher. Exactement. Il est tellement au pied du véhicule. C'est de lui que je parle, et je crois que quand on a compris les grâces qui sont les nôtres, on s'efforce de partager ces grâces-là autour de nous. Allez. Et on peut le faire dans le cadre de cette caravane de solidarité. C'est très important. Nous avons encore un jour, donc 24 heures pour ainsi dire. La clôture sera demain. Toute l'équipe sera là. On a eu Mamadou Tog. Aujourd'hui, on a Mbaye à côté de nous. Demain, il y en aura d'autres. Même si c'est une brique, même si c'est le prix d'une pointe, même si c'est un savon, je pense que ça a tout son sens. Allez, parlons de cagnotte. Le solde a bougé. On va rejoindre Bademba justement pour nous donner les chiffres à l'instant. Le solde a bougé 2 fois de suite pendant que vous étiez en train de nous raconter de très belles anecdotes. On a aimé. Mais nous sommes à un solde de 4 395 34 307 GNF. On aura beaucoup de choses à dire, mais le plus important pour le moment, c'est de marquer cette pause et revenir juste après pour poursuivre ce Téléthon.